Bonjour à tous, nous allons ouvrir sur cette première table ronde qui j'espère saura vous passionner autant que moi elle m'a passionné à la préparer. Comme vous pouvez le voir, nous avons un beau panel de participants pour discuter numérique responsable et sécurité informatique. Forcément, c'est un peu le thème de la journée, la cybersécurité. Je tiens à remercier l'ensemble de nos intervenants. D'ailleurs, il nous en manque un. Je pense que vous avez pu le remarquer grâce à ce magnifique panel. Si Thierry, pardon, je suis navrée. Si Thierry arrive dans l'intervalle, il sera le bienvenu. Sinon, sachez que c'est un excellent auteur qui nous a fait l'immense plaisir de nous amener son livre pour des séances de dédicace juste après. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il nous a écrit sur la sécurité informatique. Tout d'abord, pour vous présenter un peu la thématique, lorsqu'il a été question de choisir la notion de numérique responsable pour la mêlée numérique de cette année, nous avons très rapidement déterminé que c'était un sujet extrêmement vaste pour allier sécurité informatique et numérique responsable. Donc j'ai aimablement demandé à chacun des participants un peu sa vision de cette notion de qu'est-ce qu'on entendait au final quand on parlait numérique responsable et sécurité informatique. Est-ce que c'était incompatible, pas incompatible? Qu'est-ce qu'eux, ils y voyaient? Et je pense que de façon générale, tout le monde m'a dit en fait, ce serait pas mal déjà de définir qu'est-ce qu'on entend par numérique responsable pour en discuter correctement. Et pour cela, pour poser le propos correctement, je pense qu'il faut juste comprendre par là qu'on est dans une époque où on parle de plus en plus de sobriété numérique. Et la première qui en a très très bien parlé lors de la préparation, c'est justement Marilyn, qui est présente aujourd'hui et qui nous fait l'immense plaisir de nous rejoindre autour de cette table pour nous expliquer en quoi, justement, dans le cadre de sa mission de RSSI, la sécurité et le numérique responsable s'allient. Bonjour à tous. Donc, enchantée d'être ici. Donc, effectivement, la sécurité numérique et le fait d'être responsable, on va dire, ça s'allie essentiellement parce qu'en fait, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, surtout si on veut, aujourd'hui on parle beaucoup d'écologie, développement durable. Vous savez tous que toutes les données qui sont stockées sur nos serveurs ou les clouds, etc., consomment de l'énergie. Il y a vraiment des efforts à faire autour de ça, et notamment la réglementation sur la protection des données aussi est venue rajouter des choses, puisqu'on a trop l'habitude de stocker énormément de données, notamment quelles que soient les entreprises ou les collectivités. On a beaucoup sur des dossiers, à l'ère de la dématérialisation, on a beaucoup tendance à demander énormément de pièces qui ne sont pas forcément tout le temps justifiées. Et si on conserve trop de données, forcément, ça peut mettre... on n'est pas responsable en termes d'écologie et en termes de sécurité. Et si jamais il y a une faille et on vient nous exfiltrer des données, il peut y avoir vraiment de gros problèmes. Oui, et justement, l'une des problématiques, si j'ai bien compris, pour le secteur public, c'est d'éviter ça au maximum et de conserver ces données et assurer une forme de souveraineté dessus. Oui, il y a aussi cet aspect numérique, la souveraineté numérique, où on essaye aussi de plus en plus de vouloir stocker les données sur le territoire national aussi, puisque nous, les collectivités, on a une demande d'information. On va dire, la donnée, c'est un trésor. Il faut bien le conserver et être sûr que ça soit stocké dans de bonnes conditions et éviter et que ça respecte là où ils sont stockés, que ça respecte toutes les normes en termes de sécurité, toutes les réglementations nationales et les bonnes pratiques de sécurité. Donc on incite nos prestataires à essayer de respecter le plus possible toutes les réglementations, et notamment le 5num Cloud, si on parle de stockage dans le cloud. Et forcément, on ne peut pas y échapper. En parlant de cloud, nous avons le plaisir d'avoir Microsoft. Un petit retour sur le positionnement, question cloud, sobriété numérique responsable. Oui, bien sûr. Effectivement, on a un gros acteur du cloud. Et on peut se demander du coup pourquoi Microsoft vient parler sobriété numérique et cybersécurité.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait maintenant un peu plus d'1 an et demi que Microsoft a créé l'entité Microsoft Security, dont je fais partie, et investi énormément là-dessus. On a prévu d'investir 20 milliards de dollars sur les 5 prochaines années, en plus des 5 milliards qu'on a déjà investis dessus. Donc, c'est vraiment un secteur sur lequel on avance beaucoup. Et Microsoft France, c'est la première filiale de Microsoft à également avoir une entité dédiée au numérique responsable et au développement durable. Donc après, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on travaille les deux en même temps. On a plusieurs solutions, on a plusieurs pistes, et en fait, on va accompagner nos clients à consommer plus raisonnablement, à consommer moins d'énergie, et toute notre stratégie s'adapte autour de ce nouveau modèle. Et par exemple, sur les entreprises qui ont encore beaucoup de serveurs chez elles, qui font du on-prem, on va les aider à adapter la même philosophie que sur le cloud, c'est-à-dire à ne payer que ce dont elles ont besoin, ne consommer que ce dont elles ont besoin, à décommissionner ou éteindre leurs serveurs quand ils n'ont pas besoin de tourner. À chaque fois, on prend les exemples, par exemple, du serveur sur lequel il y a le logiciel de paye qui va éditer les bulletins de salaire et qui, en fait, a besoin de tourner 2 fois par mois et qui reste allumé tout le temps. Et ben donc, on va fournir les outils et accompagner ces entreprises à voir comment éteindre et décommissionner ces serveurs. Et sur la partie cybersécurité, on a fait quelque chose qui est plutôt pas mal. C'est en fait sur toute l'infrastructure, toute l'infra des entreprises aujourd'hui, les licences de nos produits pour cybersécuriser les infras et les serveurs ne sont payants qu'à la consommation. Et donc, du coup, toute notre offre EDR sur serveur et pour l'infra core des entreprises, on ne paye que quand les serveurs sont allumés. Donc, on accompagne aussi dans ce geste-là nos clients, c'est-à-dire que s'ils font cet effort d'éteindre et de réduire leur consommation, eh ben, ils vont également payer moins cher Microsoft. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est sûr. C'est vrai qu'au final, si j'ai bien compris ce que tu expliquais, vous accompagnez à la fois sur les bonnes pratiques, un peu de pédagogie, ça ne fait jamais de mal, et au final, vous l'affectez sur les questions tarifaires, ce qui permet de vraiment renforcer l'effet de vos actions. Pourtant, il y a encore beaucoup d'organismes, que ce soit dans le privé ou dans le public, qui considèrent que peut-être de façon un peu rétrograde, certes, que tout placer dans le cloud, c'est prendre un risque et du coup perdre un peu de capacité à gérer en cas d'incident ou même de souveraineté sur la donnée. Est-ce que dans le cadre de l'accompagnement que Microsoft fournit actuellement, est-ce que vous échangez sur ces questions avec vos clients? Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Après, c'est toujours la même chose. C'est est-ce qu'on pense qu'on est plus en sécurité chez soi, surtout quand on est une petite entreprise avec des équipes de taille réduite, est-ce qu'on est plus à même à sécuriser, à stocker ces données qu'un géant qui fait que ça et dont c'est le cœur de métier? Donc très souvent, effectivement, on a plusieurs mécanismes de protection. Et aujourd'hui, quand même, Microsoft gère 4 des plus gros clouds du monde. Donc on a Xbox, on a Azure, on a Microsoft 365 et j'oublie toujours le dernier, je ne sais plus. Donc on est habitué à ça, on sait comment bien protéger les données, on sait comment faire en sorte d'avoir de la bonne redondance d'informations pour pas qu'elles soient perdues. Et on est très très transparent vraiment sur où sont stockées les données, par où elles transitent. Et on a une page dédiée en fonction du service que vous utilisez de Microsoft, savoir où elles sont. Et aujourd'hui, c'est 90% des données qui sont stockées en Europe et je crois plus de 70% en France. Donc vous savez exactement. Mais en gros, si vous faites juste de l'Outlook, enfin de l'email, du Teams, du Exchange, du SharePoint, c'est 100% en France aujourd'hui. Et sur cette question, j'aurais bien aimé avoir l'opinion de Patrick qui a fait... justement dans le cadre de son activité au sein d'IMSA, qui a eu pas mal de réflexions sur la question de sobriété numérique déjà par rapport à la sécurité, mais aussi justement par rapport à la gestion des données. Est-ce que tu peux nous expliquer ta vision sur cette question? Alors, pour la mutualité sociale agricole que je représente, les données sont importantes, leur protection aussi, et également, bien sûr, tout cela s'inscrit
un enjeu de respect, de recherche de sécurité, parce qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus dangereux en la matière. L'actualité, chaque jour, malheureusement, nous donne multiples exemples. Donc, l'enjeu sécurité est présent. Par contre, nous l'évoquons à travers, bien sûr, une infrastructure à la MSA qui repose sur les data centers de son informatique, donc le GUE et MSA, des data centers notamment situés à Montauban. À travers ces data centers, nous avons pour logique aujourd'hui principalement de conserver les données essentielles, les données personnelles, les données santé, puisque nous en stockons également à l'intérieur de nos data centers. Néanmoins, nous avons aussi une démarche orientée vers le cloud pour un certain nombre d'usages périphériques, aussi pour la sécurité. Parce que les réponses aujourd'hui que l'on trouve cyber sont souvent à partir de solutions qui ont un enjeu important en termes de réactivité, en termes d'exhaustivité. Et donc, dans le cloud, on va trouver des solutions souvent plus adaptées que celles présentes on-premise. Néanmoins, nous nous sommes, à travers le numérique responsable, particulièrement attachés à pouvoir disposer de réponses qui sont souveraines, qui respectent au plus haut niveau, bien sûr, la protection de la donnée et le RGPD, donc la réglementation. Donc c'est au sein de TMSA un véritable enjeu de pouvoir faire la synthèse de à la fois trouver les réponses les plus adaptées, s'appuyer sur des moyens souverains ou en tout cas rentrant dans la sphère européenne et respectant bien sûr tous les enjeux de réglementation, que ce soit bien sûr le RGS lorsque celui-ci s'impose, que ce soit le RGPD ou également toutes les attendus liés à la gestion des données santé. Et sur cette question, pourrions-nous justement avoir la vision d'IMS Network qui nous a rejoint en cours de route? Merci. Bon, déjà, merci d'être présent. Est-ce que vous, qui êtes quand même une référence en la matière, avez une vision à nous partager sur la notion de numérique responsable aujourd'hui avec la sécurité informatique? C'est une question. Alors, d'abord, pardonnez-moi de mon retard. Non, mais c'est une question difficile. Hein. La première question qu'il faut poser, c'est le numérique est-il le problème ou la solution? Je pense que c'est d'abord par là qu'il faut commencer. On sait bien que c'est ni l'un ni l'autre. C'est une partie du problème, puisque le numérique, c'est aujourd'hui, alors selon les chiffres, entre 2,5 et 3% à peu près du CO2 que l'on produit annuellement. Mais c'est possiblement effectivement une des solutions à être plus vertueux sur pas mal d'aspects. Et notamment, nous, notre vision, c'est que du point de vue de la cyber, puisque c'est la thématique de la table ronde, la cyber nous oblige à regarder et à analyser la fonction de risque. Et donc, quand on regarde dans une entreprise la fonction de risque, on travaille peut-être sans le savoir ou sans le vouloir sur la notion de résilience. Et je pense que tout ça étant lié, et on essaye, en tout cas chez nos clients, de sensibiliser nos clients au fait que la cyber peut être effectivement un vecteur, voire un indicateur d'une informatique, pour le dire de façon un peu générique, ou de la mise en place d'un processus numérique plus vertueux et plus responsable, notamment par l'analyse des risques, et je pourrais le développer, mais en particulier sur l'analyse des risques et éventuellement pour les organisations, publiques ou privées, qui s'orientent vers une certification ISO 27001. Et là, on pourra, alors je pense qu'il y a des gens de la table ronde qui peuvent aussi témoigner et compléter, mais je pense que là, il y a un vecteur, en tout cas, pour aller vers plus de responsabilité et de durabilité dans nos métiers et dans l'application du numérique.
Il est vrai que lors des réunions de préparation de cette table, l'un des points sur lesquels Marilyn et Patrick étaient d'accord, c'était sur le fait que, mine de rien, on peut essayer de faire de son mieux pour pouvoir mettre en place des bonnes pratiques question sécurité. Si derrière, on utilise des solutions avec des éditeurs qui ne sont pas toujours très au jour sur ces notions-là, on ne s'en sort pas. Est-ce que on pourrait justement avoir un petit retour d'expérience de l'un ou de l'autre sur ces enjeux et sur justement la difficulté que ça peut représenter d'essayer de mettre en place des actions face à ce frein? Disons qu'effectivement, on a aujourd'hui, dans la plupart des collectivités, on va dire le nombre d'éditeurs, le nombre d'applications. Les types d'applications sont toujours les mêmes. Les éditeurs sont quand même assez limités. Ils se partagent un peu le marché. Il faut être clair. Et du coup, il s'avère, donc nous, on est toujours dans un processus d'amélioration continue. On fait des analyses de risques. Et il est vrai qu'on remarque souvent, donc, nous, en tant que RSSI, dans les collectivités, que pas mal d'applications ont des failles de sécurité. Donc, jusqu'à présent, souvent, on fait remonter à l'éditeur, et souvent, il nous dit oui, mais vous êtes la seule collectivité à nous le dire, ou à nous dire qu'il faut corriger telle ou telle faille. Or, nous, RSSI de collectivité, on est maintenant une association où donc on s'est regroupé, et en fait, au lieu d'être un seul à le dire, on fait des actions groupées, et on partage l'expérience entre nous, et ensuite, on essaye de faire bouger les lignes. Et notamment, donc, c'est très important, puisque on peut s'apercevoir que les éditeurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont pignon sur rue, et ils vont aller voir une collectivité où s'il n'y a pas de DSI, s'il n'y a pas de personne un peu avertie, en fait, il va vendre son application. La collectivité va penser que les données et l'application ne représentent aucune faille. Mais malheureusement, l'actualité nous dit le contraire. C'est que il peut y avoir des failles, et les personnes sont un peu grugées. Donc on essaye de faire bouger les lignes. C'est pas simple. Et je pense que certains ont pris conscience de l'enjeu de ce numérique, et essayent d'être dans une démarche vertueuse. Donc on les incite à faire cela, et notamment il y a des programmes qui ont été financés par l'ANSSI dans le cadre de France Relance pour faire des bug bounty sur certaines applications dans les collectivités. Donc on attend les résultats, et on va essayer de voir si, suite à ces expériences qui sont menées, les éditeurs vont être dans une démarche un peu plus réceptive. Notamment, je parle d'applications métiers. Et justement, pour compléter un petit peu cette information, il est vrai que les éditeurs, quand même, aujourd'hui, ils ont une obligation de faire bouger les lignes sur ces questions-là, notamment déjà avec le RGPD et avec les notions de privacy by design. Et même pour la sécurité, on l'utilise aussi, la notion de security by design. France, est-ce que tu peux nous parler justement un peu de toi, ton retour en tant qu'avocate sur ce que ça implique, et ton opinion sur ces questions? Déjà, je vais essayer de répondre à la question de cette table ronde sur le numérique responsable, puisque je pense qu'il faut recentrer un petit peu le débat. Sur le numérique responsable, au départ, on a l'impression que c'est deux composantes qui s'opposent. Le numérique, c'est technique. La responsabilité, ça nous renvoie à ce que nous sommes en tant qu'humains. La responsabilité, c'est ça. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est plus imprévisible que jamais, dans un contexte de turbulence que vous connaissez. Et donc, on vous parle de responsabilité numérique, de responsabilité sociétale et de responsabilité environnementale. C'est ça la RSE. Ce qui les rejoint, RSE, cybersécurité, sécurité économique, sécurité de l'information, c'est que ça répond à la même problématique. C'est un enjeu de confiance et de transparence, et ça devient un enjeu démocratique. Si demain une entreprise sur deux meurt, il n'y a plus d'outils de travail, les gens seront dans la rue. C'est ça la problématique. C'est le chaos. Si demain, nous n'intégrons pas au cœur des organisations les enjeux de sécurité dans nos murs, si on ne forme pas les salariés, si on ne comprend pas et si on n'arrive pas à résoudre cette toute petite question, qui a accès à quoi et pourquoi et pendant combien de temps, parce que c'est ça le RGPD, c'est ça la privacy by design, mais on ne va pas s'en sortir. Et donc c'est de l'humain, c'est du bon sens. Parce que la grande leçon de la cybersécurité, c'est que l'immatériel, ça n'existe pas. Donc, ça répond d'abord à un enjeu de responsabilité, de conformité. Mais à tous les stades, RSE, sécurité, même combat. Je fais du marketing. Ma donnée, elle est propre. Je cible des comportements.
Est-ce que ma base de données elle est exacte? Est-ce que je suis producteur de base de données? Est-ce que ma base de données elle prend l'eau? Est-ce que tout le monde peut se servir dedans? C'est de la QVT, enfin c'est de la RSE, et c'est de la cybersécurité. Au niveau des ressources humaines, je forme mes salariés, très bien, je les sensibilise, pas uniquement sur le papier, mais je dois les faire adhérer à ma politique de cybersécurité. Parce que si je ne les fais pas adhérer, si je ne les fais pas participer, mais ça ne marchera pas, puisque l'humain doit être au cœur des problématiques et des solutions informatiques, aussi vertueuses soient-elles, aussi magnifiques et, on va dire, très bien standardisées et certifiées que l'on souhaite ou que l'on nous vende. Ça ne marchera pas si on ne l'accepte pas. Et puis, vous avez un dispositif qui, aujourd'hui, dont personne ne parle véritablement, parce qu'on n'a pas envie d'en parler, c'est la loi sur les lanceurs d'alerte. Alors, je ne pense pas à Snowden, hein, qui va peut-être se retrouver avec un passeport russe, mais quand même. Aujourd'hui, à partir du 1er septembre 2022, c'est l'application de la loi de mars 2022, vous avez un élargissement de cette notion de lanceur d'alerte. C'est-à-dire que le champ d'application va être beaucoup plus vaste et que vous avez un renforcement des mesures de protection. Ce qui veut dire qu'on peut se retrouver avec des mini-Snowden en culotte courte dans chacune de nos organisations qui vont nous poser une petite question. Est-ce que vous, employeurs, est-ce que vous, organisations publiques ou privées, parce que l'enjeu de responsabilité, c'est un enjeu de redevabilité, c'est ça la accountability, c'est est-ce que je suis capable de répondre à cette question? Où vont mes données? Est-ce que j'ai pris les garanties appropriées pour les protéger? Je parle des données de mes salariés, je parle des données de mes clients, je parle des données de mes fournisseurs, je parle des données de mes partenaires. Donc c'est un enjeu de confiance et de crédibilité, RSE et cybersécurité, enjeu de responsabilité. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu de gouvernance, et là on va être modeste. L'enjeu de gouvernance, ça veut dire quoi? C'est où je place le curseur entre liberté, usage et protection. Est-ce que je suis en capacité, moi, lorsque j'ai un sous-traitant qui fait partie des mastodontes de la cybersécurité, de négocier les clauses contractuelles? Et là, je suis ravie de ce qui a été dit par Marilyn. Eh bien, parfois, la mutualisation va vous permettre d'inverser le rapport de force. Parce que c'est aussi, quand on parle d'éthique de responsabilité ou de cybersécurité by design, privacy by design, et donc d'éthique by design, c'est de savoir, dans nos murs et dans notre environnement contractuel, avec qui je travaille, comment je travaille, et je ne me contente pas de signer des conditions générales de vente d'un mastodonte de la cybersécurité, parce que je dois m'assurer, moi, qu'il présente les garanties appropriées. Donc les solutions sur étagère, c'est très bien, mais parfois on peut aussi demander qu'on s'attache à les spécificités métiers ou de l'organisme. On n'a pas tous les moyens de faire appel aux mastodontes de la cybersécurité parce que ça dégrade la marge. Et là, le troisième enjeu, il est simple, c'est un enjeu de performance. Quels sont les indicateurs de performance dans une entreprise? Il y a la marge, il y a la cybersécurité et il y a maintenant la RSE. Les fonds d'investissement ne s'y trompent pas. Les fonds d'investissement ne s'y trompent pas puisque maintenant, qu'est-ce qui va dégrader la valeur d'une entreprise? C'est votre capacité à prouver, c'est comme en amour, hein. Il n'y a pas que des déclarations, il y a aussi des preuves d'amour. Est-ce que vous êtes conforme? Est-ce que vous avez fait vos registres? Est-ce que vous avez toute la documentation? Est-ce que vous avez ce fameux contrat avec mon sous-traitant, roi de la cyber? Est-ce que vous avez été en capacité de le négocier ou vous n'avez juste eu qu'un seul droit, celui de vous taire et d'accepter des conditions parce que c'est un passage obligé? Est-ce que vous avez des solutions locales, communes? Et puis où vont les données? Et dans l'enjeu de gouvernance, je ne vais pas oublier également cette notion de décision. Tous les moutons marchent ensemble, mais tous n'ont pas le même prix. Donc il y a aussi une responsabilité qui nous dépasse un peu au-dessus, c'est-à-dire on a une réglementation européenne où on vous parle beaucoup de souveraineté. Alors ça, on vous en parle. Ça, on discute beaucoup dans multiples écosystèmes. Ils sont tous sur des estrades en train de nous parler d'enjeux de souveraineté, de compétitivité des territoires. On parle, on parle, on parle. Et puis on ne voit pas qu'on rentre dans une récession et puis que le mur arrive. Effectivement, il y a les enjeux climatiques, les enjeux énergétiques, on va éteindre la lumière. Ça va être compliqué pour certains serveurs. Ça va être très très compliqué pour les petites PME, la cybersécurité. On ne va pas se contenter d'éteindre la lumière. Donc la grande leçon peut-être de la sécurité informatique et de la RSE aujourd'hui, eh bien c'est peut-être aussi un enjeu de modestie et de comprendre que l'immatériel, ça n'existe pas, qu'on a des infrastructures, qu'on a des câbles sous-marins. Il faut aussi s'intéresser au bon sens, remettre l'humain au cœur des organisations. On est en plein télétravail, algorithmisation du travail, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a qu'un seul droit, celui de notaire? Non, ça veut dire aussi qu'on a la force aussi de demander des comptes
lanceurs d'alerte, qu'on a la force aussi, quand on n'arrive pas à pouvoir discuter de conditions qui soient adaptées à notre secteur métier, de se mutualiser, d'avoir des DPO parfois mutualisés, de le demander. La CNIL, ça ne mord pas, l'ANSSI, ça ne mord pas, le CCIRT qu'on va avoir, ça ne mord pas. On a un écosystème qui est gratuit, auquel on peut demander de pouvoir bénéficier d'un appui, d'une assistance, ça n'existe pas ailleurs. Donc la réglementation européenne, on peut être content. On n'a pas forcément le pouvoir, la force de frappe des États-Unis, du tigre chinois ou des Russes au niveau de déstabilisation, mais on a de la réglementation. Mais si on n'en fait rien, on restera des vassaux toute notre vie. Donc la question principale, ce n'est pas simplement d'héberger des données en local, c'est maintenant de s'intéresser à la nature de nos données. Est-ce que j'ai des données sensibles, données de santé? Est-ce que j'ai des données industrielles qui constituent un savoir-faire à ne pas faire savoir, que je dois garder secret? Est-ce que je dois réfléchir peut-être, et vous avez raison, peut-être à conserver en local certaines données? Donc savoir ce que vous avez dans le moteur avant de démarrer, c'est principal. Et puis aussi sur quelle route vous allez aller et où est-ce que vous allez aller et qui vous embarquez en passager. Donc modestement dans la crise que nous allons traverser et à laquelle nous allons faire face, la force de la mutualisation, la garantie humaine, y compris dans les algorithmes, la compréhension de la réglementation. La réglementation, ce n'est pas simplement une contrainte, c'est aussi une opportunité, ce n'est pas l'or noir, c'est un terreau sur lequel on va implanter plein de services. Vous l'avez dit tout à l'heure, le numérique, c'est peut-être le problème, mais c'est aussi peut-être la solution. Donc il n'y a pas de sécurité sans RSE, et réciproquement. Merci, c'était très clair. J'espère. Et justement, pour rebondir sur cette question, je pense que peut-être que tu t'es senti un peu visé. Est-ce que Microsoft a envie de réagir à cette petite intervention? Pas du tout visé? Non. Le micro ne marche plus. Ah. Le suspense est insoutenable. Non, pas du tout visé. Non, je pense pas. Je pense qu'on est plutôt là comme apporteur de solutions. Je trouve qu'il y a beaucoup de problématiques de souveraineté aussi et de conformité, savoir trier la sensibilité de ces données. Ce qui est très important, effectivement, c'est déjà peut-être cette sobriété des données, savoir ce qu'on veut stocker, ce qui est primordial ou pas. Et alors, moi, c'est ma conviction personnelle, j'en suis intimement convaincu, mais à partir du moment où on sensibilise et on responsabilise chacun, le modèle du cloud plus du on-prem, je pense que c'est une excellente solution. Les utilisateurs vont payer la donnée qu'ils envoient dans le cloud. Donc à chaque donnée, il va aussi falloir se poser la question, est-ce que j'ai réellement besoin déjà de l'envoyer dans le cloud? Est-ce que son niveau de sensibilité est compatible à ce stockage en dehors des locaux de mon entreprise? Et ensuite, ça veut bien dire que si je l'envoie, je vais payer pour cette donnée, je vais payer pour la conserver. Donc, est-ce qu'elle est importante? Donc ça fait partie des actions qu'on mène avec les différentes entreprises. Et après, pour répondre aux questions de gouvernance, de gestion de la donnée par rapport à un acteur américain qui n'est pas un acteur français, on met pas mal de solutions en place pour accompagner les différents acteurs locaux qui sont de classifier vraiment proprement leurs données. Je suis désolé, je fais encore de la pub, mais je ne sais pas si vous utilisez Office ou Teams, mais normalement, à chaque fois que vous créez un document, vous avez un petit bouton en haut à droite dans le ruban qui permet de dire quel est le niveau de sensibilité de votre donnée. Et en fonction de ce que vous faites, de comment vous la classez, est-ce que c'est public, est-ce que c'est réservé aux gens de mon entreprise, est-ce que c'est vraiment super secret? Et en fonction de ça, votre donnée peut être soit synchronisée avec les serveurs du cloud, soit restée chez vous. Et on a même d'autres options de sécurité qui sont encore plus poussées, c'est-à-dire vous pouvez même décider d'utiliser vos clés de chiffrement que vous fournissez à Microsoft pour que vos fichiers soient chiffrés avec vos clés de chiffrement, ou faire ce qu'on appelle de la double key encryption, où vous gardez vos clés chez vous en local, les données sont stockées dans le cloud, et donc du coup, le fournisseur de cloud n'a absolument pas accès au contenu de la donnée. Bon, après, vous l'utilisez juste pour stocker de la donnée dans le cloud, ce qui est un peu presque dommage, mais au moins vous avez cette confiance et cette sécurité que personne d'autre que vous peut accéder à la donnée, mais ce n'est pas non plus forcément ce qu'on va vous raconter, vous préconiser.
Aujourd'hui, on est plutôt dans un modèle hybride où ce qu'on va conseiller, c'est vraiment de faire ce tri entre ce qui a besoin d'aller dans le cloud, ce qui a besoin de rester chez vous, et d'avoir cette clairvoyance en disant effectivement, si j'ai des données vraiment sensibles, alors dans ce cas, je ne vais pas vouloir les mettre dans le cloud, je les garde chez moi parce qu'il y a un secret, parce qu'il y a d'autres choses. Et en parlant de cloud de confiance, c'est vrai qu'il y avait eu il y a quelques années un plan d'investissement d'avenir, le PIA, sur le cloud souverain, qui avait mené à la construction de 2 entreprises qui étaient Numergy et CloudWatt, qui ont tous les 2 fait faillite, parce que le marché français n'était pas assez grand pour faire vivre ces acteurs. Et là, se relance le cloud de confiance, donc qui ne s'appelle plus cloud souverain, mais cloud de confiance. Donc je pense que si vous avez lu la presse, vous avez vu qu'il y a 2 acteurs qui se positionnent dessus. Sens, qui est une joint venture entre Google et Thales, et Bleu, qui est une joint venture entre Orange et Capgemini, à laquelle Microsoft ne fait pas partie. Voilà. Donc ça, c'est la grosse différence entre les deux. Et Microsoft sera juste fournisseur de solutions. Donc on va vendre Azure en marque blanche. Et on vend des licences, bien sûr. Et donc ces clouds de confiance, eux, en revanche, sont plutôt destinés aux OIV, aux opérateurs d'importance vitale, qui ont vraiment besoin d'avoir cette garantie que les données sont stockées en France, opérées par des acteurs français, sans lien avec une puissance étrangère. Voilà. Ce qui est quand même paradoxal quand on voit que Google fait partie des entreprises de la joint venture. Mais bon, ça, c'est un parti pris. Justement, alors, je sais que France, tu souhaites réagir dessus, mais j'avais une question pour Patrick, justement, par rapport à cette question. Vous qui traitez une quantité de données sensibles phénoménale, vous avez fait le choix d'avoir un data center 100% chez vous, avec une maîtrise complète de la question. Est-ce que, par exemple, ce plan d'aménagement cloud avec des acteurs français et un petit intérêt capitalistique étranger, on ne va pas se mentir, pourrait être quelque chose qui serait susceptible de vous intéresser, ou est-ce que ça continue à être trop éloigné de vos besoins? Alors, je vais être franc et honnête. On utilise aussi pour nos espaces collaboratifs les solutions Microsoft. Mais ceci ne concerne pas, bien sûr, le cœur de nos données et d'autant plus les plus sensibles. Répondre à la question là à chaud, c'est pas simple parce que en fait tout s'analyse. Il faut regarder précisément les contrats, les réglementations, les lois étrangères en plus, celles qui sont extra-européennes, et les voies de surveillance. Donc c'est pas simple de répondre à cette question. Bien sûr, si toutes les garanties sont données, y a aussi la difficulté du positionnement dans le temps. Les rachats d'entreprises, les participations qui peuvent se faire à travers le temps. Donc, ça pose toujours la question vis-à-vis du cloud de la capacité et les garanties qui sont offertes si on fait ce choix-là, de pouvoir s'en sortir, de pouvoir s'en désengager. Quel est le niveau d'investissement de l'entreprise? Quel est le niveau d'adhérence de l'entreprise avec la solution cloud? Et comment peut-on... quelles sont la qualité des clauses de réversibilité? Ça, c'est un point essentiel. Tout à fait. C'est essentiel ce qui vient d'être dit, parce que finalement, pour clôturer, c'est aussi un enjeu de temps. Ça prend du temps, la réflexion, ça coûte d'examiner des contrats, ça coûte de vérifier l'extraterritorialité de certains droits, parce qu'effectivement, en fonction de la granularité, de la sensibilité des données, et on parle finalement encore une fois de RSE, puisque on parle de soutenabilité des systèmes, d'interopérabilité, de pertinence, vous l'avez dit tout à l'heure. Et pour finir, je vais juste vous raconter une histoire. Comment faisaient les Siciliennes pour s'assurer de la fidélité de leur mari? Le matin, c'est une rumeur, hein, mais c'est une jolie histoire. Elle leur distillait un poison. Et le soir, elle leur donnait le remède. Vous réfléchirez si le numérique responsable, ce n'est pas quelque part un peu cela? C'est une vision qui, ma foi, est assez intéressante. Je ne manquerai pas d'en discuter avec mon fiancé. Toujours est-il que
En matière de préservation de notre sécurité, au final, c'est vrai qu'il y a des enjeux de souveraineté, de gouvernance et bien sûr de préparation. C'est, je pense, le principal enjeu en matière de sécurité, au regard de tout ce que vous avez dit, de préparation, de faire son inventaire, de faire son analyse, souvent de se faire accompagner quand on n'a pas les ressources en interne et de se faire accompagner correctement, même si on le sait tous dans la salle, la cybersécurité, ça coûte extrêmement cher pour la plupart des structures, ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui restent sur le carreau sur cette question. Par rapport aux accompagnements et aux acteurs qui sont en capacité d'accompagner sur ces questions, est-ce que, par exemple, au sein d'IMS Network, vous avez aujourd'hui plus d'éléments à nous amener sur la réflexion que vous mettez en œuvre pour pouvoir inclure ces questions pour les organismes avec lesquels vous travaillez? C'est un peu notre métier quand même. Donc, on a même une filiale qui s'occupe que de ça, qui s'appelle Ciblex Consulting, pour essayer d'accompagner les organisations dans la mise en œuvre en fait des politiques de sécurité. Alors bon, on a parlé de sujets sur lesquels on pourrait revenir, notamment sur le plan technologique, parce que si les Américains sont là, c'est bien parce qu'il nous manque quelques technologies quand même. Alors comme on ne veut pas des Chinois, pour des raisons géopolitiques, on fait avec nos amis américains. Mais pour revenir sur l'accompagnement, c'est essentiel, vous l'avez dit d'ailleurs, hein, la première chose c'est de cartographier, c'est de savoir d'où on part, ce que l'on veut faire. Mais vous avez raison, ça coûte, d'accord ? Et le problème de la cybersécurité, tant dans sa phase amont, c'est-à-dire dans la partie audit, cartographie de ce que l'on a, en vue d'établir ensuite une politique de sécurité qui, une fois de plus, et je suis d'accord, la RSE et cybersécurité, tout ça est quand même assez proche, hein, c'est un problème de confiance, donc c'est allié. Et là aussi, on a des entreprises qui ont très peu de cybersécurité ou s'en occupent très peu, mais elles n'ont pas plus de politique RSE. Donc les deux sont liés et c'est le sens de cette table ronde. Donc sur l'accompagnement, le seul problème, alors c'est la prise de conscience bien sûr, premier facteur. La deuxième chose, c'est la mobilisation des personnes dans l'entreprise, parce que c'est du temps et donc c'est de l'argent. Sans même parler de se faire accompagner à l'extérieur par des sociétés spécialisées, des juristes, etc. etc. Et la cybersécurité, elle est bien souvent prise par les managers, c'est-à-dire la direction générale, la direction financière, en fonction de l'importance de l'entreprise ou de l'organisation, comme une dépense, sans ROI. Parce qu'un directeur financier va dire, mais attendez, vous me demandez un budget, d'abord, ça va être long, ça va être coûteux, mais ça rapporte quoi ? Et donc, il faut déplacer impérativement, il faut que les organisations, une fois de plus qu'elles soient publiques ou privées, déplacent le problème, parce que sinon, elles l'abordent de la plus mauvaise des façons. Et donc, nous, on ne peut intervenir que si, je dirais, l'acceptation à l'interne du fait que la cybersécurité, le ROI, il n'est pas sur un tableur Excel. En tout cas, pas tout de suite, pas comme ça. D'accord. Tout à fait, et c'est d'autant plus important de le protéger. J'ai l'impression que tout de même, on a vu une forme d'évolution dans l'approche, dans le privé notamment, où on ne regarde plus son RSSI comme un monstre qui nous demande du budget. Je suis très contente de voir ça d'ailleurs. Marilyn, est-ce que tu peux nous faire un petit retour ? En fait, je voulais aussi rajouter on dit effectivement que la cybersécurité, ça coûte. Mais moi, j'ai tendance à dire, et c'est ce que je prône en interne, c'est qu'il ne faut pas voir la cybersécurité comme une contrainte, mais plutôt comme un gage de confiance. Un gage de confiance, nous, pour nos utilisateurs, mais aussi nos usagers. Enfin, usagers en termes de collectivité. Pour une entreprise, c'est les clients. Et en fait, la base de la cybersécurité, quand on regarde les bonnes pratiques, c'est du bon sens. C'est un peu comme le code de la route. C'est exactement la même chose. Et du coup, je pense qu'il y a des efforts, des quick wins, comme on dit en anglais, des efforts qui partent du bon sens et qui peuvent être appliqués par tout le monde.
Et donc ça, c'est vraiment le but de la sensibilisation. Effectivement, quand on commence à titiller nos chefs de projet parce que l'application qu'ils ont choisie, ils ne nous ont pas inclus dès le début du projet et qu'on arrive, on leur dit ben non, là ça ne va pas, ça va pas du tout. On nous fait comprendre que ben ouais, mais ça ne va pas du tout, mais c'est une commande qui vient de plus haut et qu'on n'a pas le choix. Ben on dit on fait avec et on demande après forcément des corrections. Mais pour autant, effectivement, c'est... Voilà, je pense qu'on est tous logés à la même enseigne, donc peut-être pas forcément les prestataires, mais après, on est content d'avoir fait quelques efforts quand, si on voit qu'on passe à travers certains incidents, parce que malheureusement, pour ceux qui ont des cyberattaques, ça prend de nombreux mois pour faire remonter un système d'information. Donc c'est vraiment très important. Et je pense que les premiers efforts, ça part du bon sens, et si tout le monde en a conscience, on remet effectivement l'utilisateur au cœur, puisque le principal problème, le principal problème se situe entre la chaise et le clavier. Donc on sait que c'est là où il y a la faille la plus importante, et c'est là où on a des enjeux forts. Et si tout le monde en prend conscience, aussi bien dans sa vie pro que perso, on aura gagné. C'est comme je disais, les bonnes pratiques pour le code de la route ou n'importe quelle réglementation. Il est sûr que l'éducation reste quand même l'un des enjeux majeurs. C'est pas parce qu'on est des adultes responsables dans des entreprises que pour autant on ne peut pas apprendre des choses, notamment sur la sécurité. France, tu voulais rebondir sur cette question? Oui, c'est cette notion de pouvoir tout à chacun passer le permis data et puis se challenger. Dans quel monde allons-nous vivre? Et se poser les bonnes questions. Et des questions d'efficacité, bien sûr. Donc ça, c'est important, puisque ce sont des enjeux de valeur et d'indicateurs de performance d'une entreprise, de préservation de notre outil de travail. Pour autant, toutes les friandises qui nous sont tendues doivent nous renvoyer aussi à notre responsabilité en tant que consommateurs. Sinon, on aura, et nous aurons bientôt, non-assistance à donner en danger. Où vont nos données? Est-ce qu'on ne doit pas conserver aussi la valeur sur nos territoires pour répondre à un enjeu de compétitivité consommé dans notre zone ? À l'heure où on est challengé, plus proche de chez nous, c'est aussi un enjeu de décarbonation. Mais oui, il n'y a pas que ça. Il faut aussi accepter que nous ne sommes pas souverains sur nos infrastructures et qu'on a des opérateurs, des amis de confiance pour le moment et qu'on va devoir accepter de piloter nos dépendances. On va pas devoir passer des permis. Et j'ai envie de vous dire, mais le numérique, pour qu'il soit responsable, il faut qu'on reprenne le contrôle de notre vie numérique parce que c'est aussi un enjeu de dignité. Est-ce qu'on va accepter de continuer à être servile? Est-ce qu'on va continuer à laisser nos enfants se transformer en digital crétins? Parce que aussi la décarbonation et puis les bandes passantes et puis le flux éteindre la lumière, c'est est-ce qu'on a envie de les laisser regarder Netflix ou de les éduquer à autre chose, d'ouvrir un livre et de réfléchir, de prendre le temps du sens, de l'altérité et de la nuance, de réfléchir, de réapprendre les choses, de se réapproprier un temps de réflexion et de ne pas nous laisser, nos enfants, les générations à venir, perdre en mémoire vivre, scotcher sur les écrans, voir leur consentement se faire fabriquer par l'influx d'informations sur lequel nous n'avons aucun contrôle. Être libre, c'est précisément être responsable au niveau numérique, au niveau sociétal et au niveau environnemental. Après, je vais essayer de ne pas me sentir trop visée. Je fais ma veille cyber sur TikTok. Il y a des très bons comptes sur la question. Du coup, Thierry, je crois que tu voulais rebondir avant que nous ne concluions pour laisser place aux questions. Deux petites choses. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, on tourne évidemment autour du problème de la confiance. Alors, c'est extrêmement difficile aujourd'hui de ne pas être dépendant de technologies qui ne nous appartiennent pas ou qui ne nous appartiennent plus. Pour en avoir cédé certaines. La cybersécurité, quand on regarde un système IT, un système numérique ou digital, la cybersécurité, on est vraiment dans la confidentialité de ce qui se passe. D'accord ? Et c'est difficile. Imaginez que notre pays est délégué, l'administration et l'embauche, etc., l'organisation de notre police nationale ou de notre gendarmerie à un pays qui ne serait pas le nôtre. Bon. On l'imagine même pas. On l'imagine même pas. Pardon ? Et donc, en cybersécurité, c'est ce qui se passe. Et c'est extrêmement compliqué. Nous sommes obligés aujourd'hui d'utiliser des technologies qui ne nous appartiennent pas, que l'on ne maîtrise pas, qui sont sous
le couvert de lois extraterritoriales. Et ça, on ne peut en faire que le constat. Et si on revient à des choses plus souveraines, et j'y mets des guillemets, ça sera forcément avec beaucoup d'années, parce que ça ne se décrète pas et ça ne se passera pas en 2 ans. Et de courage politique. Oui, de courage politique, mais je ne veux pas faire de politique. Deuxième aspect, pour compléter tout à l'heure, c'est que RSE et cyber, hein, puisqu'on est vraiment sur la thématique, moi je suis assez surpris. Alors il y a un problème de maturité, hein, mais chez les clients que je vois, la cybersécurité, et notamment les postes de RSSI ou de DSSI, sont trop souvent, à mon goût, rattachés à la DSI. Pourquoi ? Pardon. Pourquoi ? Parce qu'on le prend sur l'aspect purement technique. Alors, je viens de dire que nos technologies, etc., mais et il faut des technologies, il faut des équipements, du matériel, du soft, des équipes formées, et on en manque. Mais il y a un problème de gouvernance. Et le problème de gouvernance, il n'est pas à traiter au niveau de la DSI, et j'ai beaucoup d'estime pour les gens qui occupent cette fonction. Et c'est un problème de direction, de direction et comment dirais-je, et d'ambition d'entreprise. Tout comme la RSE. La RSE aujourd'hui, alors c'est souvent rattaché à la DRH, souvent, mais quand l'entreprise est plus mature, la RSE est souvent quelque chose qui est à part, qui est transversal, et qui est rattaché souvent à des directions générales ou des directions stratégiques. Ça me semble beaucoup plus intéressant. Alors là aussi, en fonction du niveau d'entreprise, on ne peut pas demander à une PME d'avoir un RSSI. Alors déjà, s'ils en ont un, c'est bien. Et d'avoir un RSSI rattaché. Enfin voilà, tout ça est à relativiser. Mais je voulais insister sur ce point-là qui me semble assez crucial dans la maturité qu'il faut qu'on ait. C'est l'enjeu de gouvernance. L'enjeu de gouvernance, c'est à qui appartient la décision, qui est responsable, qui paye et qui indemnise. Ce sont des questions qui doivent se poser au cœur du réacteur, c'est-à-dire à celui qui va dégager le budget pour recruter des talents, à celui qui va essayer de faire en sorte qu'ils travaillent ensemble, et à celui qui a conscience de son niveau de responsabilité. Et puis là, la RSE intervient naturellement par capillarité. C'est qu'aujourd'hui, une cyberattaque dans une entreprise, ça peut entraîner des désarrois au sein des équipes, et là c'est de la QVT, évidemment, parce que quelqu'un qui transmet malheureusement mal formé ou fatigué en burn-out, eh bien, un faux virement qui compromet l'outil de travail de tous, il est pointé du doigt, on peut se retrouver avec des situations dramatiques. Donc remettre l'humain au cœur des relations, quelles qu'elles soient, remettre la cybersécurité au cœur du pouvoir décisionnel, c'est ce qu'on appelle l'enjeu et l'éthique de responsabilité. Et la responsabilité, c'est la capacité d'échanger avec autrui. Et je remercie France, parce qu'au final, elle n'aurait pas pu mieux conclure. Je suis équipée, je te remercie. Elle n'aurait pas pu mieux conclure cet échange, et je pense qu'il est très important qu'on puisse récupérer quelques questions dans la table, parce qu'effectivement, autour de la table, pardon, parce qu'effectivement, c'est avant tout aux dirigeants et aux personnes directement concernées par cet enjeu qu'il appartient la responsabilité de s'interroger sur cette thématique. Donc, sentez-vous libre. Si vous avez des questions, nous avons des intervenants de qualité prêts à vous répondre. Il y en a un, il n'y en a pas. Ah, nous avons une question. Oui, je vais la redire à l'oral.
et d'essayer d'avoir au minimum les fondamentaux avant de pouvoir envisager même de regarder comment on va se faire attaquer. On manque des moyens. Il y a la question juridique, la question financière qui arrive à chaque fois. Et on essaye de travailler notamment sur le fait de dire le besoin il est là, vous l'avez dit. On s'adresse à l'entreprise à qui on vient de signer on va dire, un engagement de 5 ans en disant en fait ce que vous avez vendu ça ne va pas du tout. Comment est-ce qu'on peut revenir en arrière? On regarde la condition générale et puis en fait vous avez tout ça pour la société qui vous a vendu le truc et vous devez juste payer et on vous suspend tout si vous payez pas. Voilà. Donc en gros la question derrière c'est comment est-ce qu'on peut arriver à regagner la confiance à cause de tout ça et surtout arriver à répondre à tous à ce besoin de sécurité, de solutions qui permettent à l'entreprise de fonctionner et de gagner sa coût et de répondre aussi à ces enjeux de RSE pour l'instant qui ne sont pas forcément envisageables, ne serait-ce que à cause du temps que ça va prendre et de l'énergie et Donc je pense que c'est une question clairement pour France au final, comment regagner de la lisibilité et une capacité à agir au final sur les contrats qui ont pu être négociés dans des conditions parfois quelque peu abusives, soyons honnêtes, n'ayons pas peur de le dire. Comment réussir à s'en sortir et à regagner un rapport sain de confiance dans un cadre contractuel sur ces questions. Là, je ne vais pas vous faire plaisir. Je suis désolée, mais c'est aussi mon rôle. Mon rôle en tant qu'avocat et de DPO de multiples structures, c'est la première chose que je leur dis, c'est regardez juste l'article 32. L'article 32 du RGPD, il vous dit vous devez prendre les garanties appropriées pour assurer la sécurité informatique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire à l'aune, vous devez vous livrer à vous-même à une approche dite par les risques. Quelles sont mes données? Est-ce que j'ai des données sensibles? Dans quel environnement j'évolue? Et est-ce que je suis en capacité d'assurer la traçabilité de la chaîne de valeur de la donnée? Parce que la valeur, elle est dans l'échange. Donc, ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Premier point. Deuxième point, à partir du moment où je suis responsable de traitement, je dois faire preuve, et je sais que ce n'est pas facile, mais on a un écosystème, encore une fois, gratuit. Vous allez sur la CNIL, vous avez tous les cahiers et vous avez les fameux avenants sous-traitants. Et vous avez toute la démarche lisible et vous vous faites accompagner. Il y a aujourd'hui, vous avez, que ce soit l'INPI, parce que l'INPI vous permet de bénéficier parfois d'enveloppes financières, de subventions. Vous ne le savez pas souvent, mais moi je vous le dis. Vous avez dans l'écosystème régional en Occitanie la possibilité de vous faire aider lorsque vous n'en avez pas les moyens, et ça vient d'être le cas de votre entreprise, de pouvoir bénéficier de passes dits experts, c'est-à-dire que vous avez une enveloppe financière. Et la solution, elle n'est pas technique là dans ce que vous me dites. Et c'est pour ça que c'est important. C'est-à-dire les solutions techniques, vous en avez partout sur étagère. Vous avez les mastodontes, vous avez les plus petits, vous avez des gens très bien en tant que consultants opérationnels, des PO externalisés, etc. Vous devez remettre la main sur vos données dans le cœur du réacteur. Et puis, lorsque vous avez des conditions générales qui vous sont imposées, mais rassurez-vous, le droit, c'est une arme de défense. Moi, j'adore ça, je me bats tous les jours. Sur OVH, quand il y a eu l'incendie, c'est quoi le cloud? Le cloud, c'est quoi? C'est faire tourner son ordinateur sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Mais ça ne veut pas dire que quand vous signez un contrat avec un opérateur, fût-ce Microsoft ou OVH, que vous n'êtes responsable de rien. Vous avez la responsabilité des traitements que vous opérez. Vous êtes en première ligne. Et les sous-traitants, aussi ambitieux soient-ils, certifiés, sont en deuxième ligne. Alors aujourd'hui, il y a de la jurisprudence qui fait qu'on peut les avoir en première ligne lorsqu'ils ont fait un manquement. Mais en ce qui concerne OVH, on a été saisi de quelques dossiers, mais je ne dirai pas les noms, eh bien, il y a un mécanisme. On a de l'autre côté des opérateurs comme nous, avocats ou juristes, qui vont examiner la nature du contrat, mais les conditions, le droit, c'est quoi? C'est la contextualisation. Si effectivement le rapport de force est déséquilibré, ben vous avez la possibilité d'arguer d'un déséquilibre économique. Le droit est là, mais encore faut-il le connaître. Donc, ce dont on parle, c'est d'une question aussi de montée en compétence. Quelle approche par les risques? Ce n'est pas un coût, c'est quelle opportunité je vais avoir demain pour utiliser ma base de données. Est-ce que déjà je suis producteur de base de données? Parce que ce n'est pas pareil. Là, vous pouvez bénéficier. Comme je ne sais, pour moi, les données, ça n'a pas de valeur, c'est ça que, enfin, pas pour moi, mais pour la petite PME, ils se disent, bon, ben non, je n'ai pas grand-chose, j'ai une base de données, j'ai mes clients, ça ne vaut pas grand-chose. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La donnée brute n'a pas de valeur en elle-même, mais la donnée enrichie, ou qui correspond à des savoir-faire anciens. Pas simplement la donnée personnelle, mais la donnée industrielle. À qui appartient-elle?
Parce que ça, c'est des questions qu'on se pose aujourd'hui. Lorsque je la structure, je la mets dans une base de données, je suis producteur de base de données. Et là, l'écosystème que nous avons en France vous permet de bénéficier d'effets de levier, vous permet de bénéficier de financement. Encore faut-il que vous sachiez que c'est un actif immatériel qui rentre dans la Conoc Plus du bilan. Pareil pour les collectivités. On se bat aujourd'hui pour que les collectivités comprennent que les données qu'on leur demande d'ouvrir dans Open Data, etc., elles ont aussi de la valeur et qu'on peut capitaliser aussi sur cette valeur. Donc notre monde est en train de changer. Notre monde est en train de changer dans un capitalisme de l'information dont des avocats comme moi et d'autres nous battons pour que nous ne sombrions pas dans un capitalisme de surveillance. On doit rééquilibrer le rapport de force. Le rapport de force que vous nous décrivez, le droit peut vous permettre de les rééquilibrer, de rentrer dans une négociation. OVH a indemnisé dans certains cas. Donc vous n'êtes pas pieds et poings liés face à un opérateur. Lorsque vous devez faire appel à des solutions comme Microsoft, il vous donne des garanties. Fort de l'effet de masse, bien évidemment, mais vous bénéficiez aussi de garanties. C'est à vous de choisir quel type de données vous confiez, parce que vous en êtes les gardiens responsables. Et c'est ça l'éthique. Donc la RSE et la cybersécurité se rejoignent, mais c'est surtout un enjeu de gouvernance, mais de valeur. C'est-à-dire je vais pouvoir valoriser un actif informationnel au sein de mon entreprise. Si je suis un petit installateur ou un électricien, un chauffage, etc., et que je travaille avec Engie, et que j'installe des compteurs, et que j'ai une zone de chalandise dans un secteur, les données, je vais me contenter de les donner à celui pour lequel je travaille? Ou est-ce que je ne peux pas revendiquer moi aussi une base de données? Je suis franchisé d'un gros concessionnaire automobile. J'ai ma base de données clients. Je vais donc la protéger. Je peux aussi la partager avec les opérateurs de celui avec lequel je travaille. Et j'ai des accords dits d'échange de données. Le droit vous permet de structurer cela. La donnée, aujourd'hui, c'est la nouvelle monnaie. Et cette nouvelle monnaie, vous ne devez pas la jeter comme cela, vous devez pouvoir la récupérer. Nos modèles d'affaires ne doivent plus être préemptés par les gros opérateurs, qu'ils soient chinois, américains ou autres. Nos modèles d'affaires, nos savoir-faire à ne pas faire savoir, nos données industrielles, nos secrets d'affaires, modestement nos bases de données clients, elles sont à nous, vous avez la main dessus, mais vous êtes responsable de la sécurité de ces données, parce que vous n'êtes que des gardiens de ces données. Et sur cette question, on peut d'ailleurs signaler le superbe effort de l'État qui a quand même mis à disposition la plateforme cybermalveillance qui est particulièrement pratique pour les PME lorsqu'elles sont victimes d'une attaque, mais qui vous permettent également de vous rapprocher pour pouvoir trouver un prestataire pour vous accompagner sur ces questions-là. On va peut-être essayer de prendre une autre question. Oui, on en a plusieurs. Ah ben d'accord. Alors, c'est deux choses différentes. Alors, donc vous avez le Web 3 où donc on avait le Web.1, on a eu le Web.2 et aujourd'hui dans le Web.3, nous allons être les acteurs, finalement les acteurs numériques. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas encore de réglementation, véritablement. Donc il ne faut pas que ce soit le Far West. On est d'accord. Mais que le RGPD, comme le droit de la propriété intellectuelle, comme le droit pénal, si on se retrouve harcelé sur le Web 3.0, ce n'est pas un espace de non-droit et ça ne sera pas une zone de non-droit. Donc, première question, il y a un encadrement réglementaire qui est naturel et qui a vocation aussi à gérer l'espace du Web 3.0. S'agissant des NFT, derrière la question que vous posez, c'est cela. Finalement, les nouveaux tokens, on est aujourd'hui sur une plateformisation de l'économie ou tokenisation de l'économie. On est dans un monde qui est en train de vivre un grand bouleversement avec des notions d'échange de valeur autour des données, donc la nouvelle monnaie. Et ce monde essaie de trouver des repères. Je ne parle pas finalement que de la crypto-monnaie, je parle de l'échange de données. Et nous avons un gros mouvement sur ce qu'on appelle la DAO, c'est-à-dire les organisations décentralisées, qui sont très intéressantes, puisqu'en termes de sécurité, c'est sur on va dire toutes les mécanismes de blockchain, où on essaie d'avoir des registres décentralisés ouverts, c'est-à-dire c'est un livre de compte, comme un registre notarié qui permet d'assurer la traçabilité de chaque information. Et cette révolution, elle est en marche. Mais elle pose d'autres questions. Elle pose des questions de RGPD. Qui est le responsable de traitement?
Voilà. Elle pose des questions de propriété intellectuelle, notamment sur les NFT, sur le droit de suite. C'est-à-dire que vous avez un artiste qui demande à un opérateur de faire un token. Quel est son droit de suite? Ça peut être merveilleux, c'est-à-dire c'est toujours l'humain. Ça permet d'éliminer des intermédiaires et de se créer, se fédérer une communauté, c'est-à-dire d'avoir un rapport direct dans des conditions de sécurité. Mais là aussi, il y a les professionnels du hack. Il y a aussi les professionnels de la déstabilisation, de la spéculation, qui gangrènent tout cet écosystème. Et cet écosystème doit être, comme les autres, régulé. Donc le droit, là, c'est une arme de défense active et passive. Quelle valeur je vais mettre sur l'échange et comment je le sécurise? Et je suis navrée de t'interrompre, France, mais malheureusement, nous avons fini le temps qui nous était imparti pour en débattre. Mais n'hésitez pas à venir lui poser des questions. Comme vous avez pu le remarquer, elle pourra vous donner beaucoup de réponses. Encore merci à nos nombreux participants qui ont pris la peine de se déplacer. C'est vraiment un plaisir de vous avoir à la Mêlée numérique. J'espère que vous réitérez, j'y arriverai, l'expérience. Et encore bonne journée à vous tous et merci de votre attention.